parce que le plastique, ça coupe un peu le son quand même. Il va falloir parler fort. Ouais, même sans micro, ça pourrait le faire. Ah, je vois l'image. Est-ce qu'il y a le son? Ah, il y a l'image. Bien, la porte se ferme, ça veut dire qu'on peut commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour assister à ce débat d'experts consacré au private equity. Comment avoir un impact sur les PME, ETI françaises et européennes. Je vois l'image, monsieur, c'est bon. J'espère que le son fonctionne aussi, mais ça a l'air d'être le cas. Je m'appelle Vincent Touraine, je suis journaliste économique et financier et je vais donc avoir le plaisir d'animer cette présentation pendant 1 heure. On va parler des grandes thématiques qui animent le marché du private equity en ces temps de crise sanitaire et de priorité aussi à la transition écologique. On va voir en quoi justement les PME, les ETI, tant françaises qu'européennes, sont très actives dans ces domaines et comment le private equity participe à leur développement. Et puis, d'une façon plus générale, on va s'interroger plutôt sur la pertinence du private equity comme véhicule d'investissement en ces temps d'incertitude économique et boursière. Tout cela pour vous aider, vous les professionnels du patrimoine, à mieux conseiller vos clients. Alors, le débat proprement dit va durer 40-45 minutes et on gardera suffisamment de temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. J'espère qu'il y en aura, je suis sûr qu'il y en aura. Vous avez des micros. Vous avez un micro qui est juste là. Là, je parle pour les gens qui sont en présentiel avec nous à Patrimonia 2020. Et puis vous qui nous regardez sur le site de Patrimonia, vous pouvez poser toutes vos questions en chat. Je les ai sous les yeux, donc n'hésitez pas à les envoyer, ces questions, même pendant que le débat est en cours. N'hésitez pas à prendre un petit peu d'avance et vous, à les noter avec un petit peu d'avance, si vous le pouvez. Sans plus tarder, je vous présente nos 2 intervenants. Christophe Deldic, bonjour. Bonjour. Président du groupe Turenne, et Fabrice Dumonteil. Bonjour Fabrice Dumonteil. Bonjour. Vous présidez FL Investment Group. On va commencer par les présentations de l'un et de l'autre des sociétés que vous dirigez, de vos expertises respectives, de votre présence en France et dans le reste de l'Europe. Fabrice Dumonteil, FL Investment Group, qu'est-ce que ça représente ? Alors, FL Investment Group, c'est un investisseur, un gérant d'actifs français. On gère aujourd'hui à peu près 2,5 milliards d'euros qui nous sont confiés à la fois par des grands investisseurs institutionnels et puis par des investisseurs individuels à travers des partenaires dont beaucoup sont là aujourd'hui. Je les remercie d'ailleurs d'avoir bravé le Covid pour être avec nous. Et avec ces 2,5 milliards, on finance des PME et des ETI en France et en Europe, à la fois en capital et en dette. C'est le métier d'Eiffel. En capital, l'activité est issue d'une activité qui s'appelait Alto Invest, que beaucoup d'entre vous connaissent et dont l'équipe s'est intégrée à Eiffel, parfaitement intégrée depuis 2017. Je dirais peut-être qu'on a 2 choses qui nous distinguent ou qu'on essaye de mettre en avant. La première, c'est qu'on a un très fort ADN industriel. On est né dans un groupe industriel, on est adossé à un entrepreneur français qui s'appelle Jacques Veyrat, qui a développé des entreprises à très grand succès, à la fois dans le domaine du numérique, des télécoms, et puis de l'énergie et de l'énergie renouvelable. Beaucoup des gens de l'équipe d'Eiffel viennent du monde de l'industrie, avant le monde de la finance. Et ça nous permet d'investir avec des yeux d'industriels, ce qui est intéressant toujours, et donc de nous focaliser sur quelques secteurs qu'on connaît particulièrement bien, la santé, le numérique, l'agroalimentaire et bien sûr la transition énergétique. Ça, c'est la première chose qui nous distingue. La deuxième, c'est que nous sommes très attentifs dans tous nos investissements à l'impact extra-financier de ce que nous faisons. Tous nos fonds sont gérés avec une approche ESG, environnementale, sociale et de gouvernance très appuyée. C'est le cas évidemment de nos FCPI dans le domaine de l'innovation. C'est le cas de notre fonds Harmonie Emploi France qui sélectionne des obligations et des actions d'entreprises qui créent de l'emploi sur le territoire français. C'est le cas de nos fonds de transition énergétique et on va en parler évidemment, je pense, en détail. Oui, mais je crois que la crise que nous traversons montre que
finalement, on peut combiner performance financière et extra-financière et que même les deux se renforcent très fort. C'est notre conviction chez Eiffel depuis le départ. C'est ce qu'on appelle du teasing. Eiffel, un rapport avec la tour? Non. Pas vraiment, à part, je sais pas, l'idée d'aller en hauteur, une sorte de génie français un peu en avance, sans trop de modestie. Mais... Et vous n'êtes pas dans la construction métallique? Non, pas de construction métallique pour l'instant. Très bien. Christophe Deldic, Groupe Turenne, en quelques mots, s'il vous plaît. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai le bonheur de m'occuper du Groupe Turenne. Alors, le Groupe Turenne, c'est 65 collaborateurs qui détiennent le Groupe Turenne, puisque nous sommes un groupe indépendant qui existe depuis maintenant 20 ans et dont le métier est dédié à l'accompagnement au capital des PME et start-up à l'ETI familiale, essentiellement française, beaucoup plus qu'internationale, pour financer leurs opérations de croissance. Voilà, que ce soit de la création capital innovation, capital développement, jusqu'aux opérations de capital transmission, puisque nous pouvons aussi financer des opérations de transmission. Mais si et seulement si nous avons la conviction que suite à notre entrée au capital, post-transmission, il y a encore un parcours de croissance à opérer. Donc notre stratégie, elle est double, c'est d'être très présent dans les territoires, puisqu'on pense que c'est là qu'il y a les sous-jacents, je dirais, les plus créateurs de valeur, les PME des régions. Donc on a la moitié de nos effectifs qui sont basés dans nos antennes de Lille à Marseille, et l'autre moitié de nos effectifs sont basés à Paris pour gérer des expertises sectorielles, donc sur un terrain d'investissement là qui est national. Je citerai par ordre d'importance en encours géré d'abord la santé, où on gère aujourd'hui à peu près 300 millions d'euros. Ensuite, on est très présent dans le secteur de l'innovation, puisqu'on s'est rapproché d'une autre société de gestion qui s'appelle Innovacom, qui a été précurseur dans le capital innovation et qui a rejoint le groupe Turenne fin 2018, et donc qui accompagne essentiellement les startups dans la notion de deep tech, donc en amorçage sur la rupture technologique. Ensuite, on a un autre segment d'activité très fort qui est l'hôtellerie. On a une équipe spécialisée. Aujourd'hui, on est propriétaire et exploitant de 40 hôtels en France. On en reparlera tout à l'heure dans les conséquences de la crise. C'est aussi un segment aujourd'hui où la crise, on la vit. Donc, et on est aussi très présent dans le secteur du digital, dans des opérations de transmission. Et enfin, comme Fabrice chez Eiffel, on a aussi un véhicule qui est dédié au financement de la transition énergétique, exclusivement au capital développement, qui jusqu'à maintenant est né sur la région de France et qu'on va déployer sur l'ensemble du territoire dans les prochains mois. Voilà. On gère 1 milliard d'euros. On est actionnaire aujourd'hui de 260 sociétés. De la start-up. Les plus connues le plus connu, on est chez quelques grandes sociétés régionales. On est chez Logues, qui est le premier logisticien indépendant au nord de Paris. On est dans des réseaux de distribution, je citerai Foirefouille, que tout le monde doit connaître, ou le réseau de distribution de produits culturels Furet de Citre. Enfin, on a 260 participations, je ne vais pas faire la liste. Vous demandez les plus connus. Hein. Oui, non, mais on est dans tous les secteurs d'activité, globalement, dans les régions. On est chez De Mathieu Hébard dans le BTP, dans la région. Dans l'hôtellerie, j'ai vu le logo Mercure. Alors, on exploite 40 hôtels, dont une partie est sous enseigne, bien évidemment, Accor, donc Mercure, Novotel. On en a d'autres avec d'autres enseignes. Mais voilà, et on est aussi dans beaucoup de start-up, que ce soit à Marseille ou jusqu'à Lille. Enfin, 260 participations à date, ça nous donne une bonne vision, je dirais, des enjeux micro et macroéconomiques du tissu industriel français au sens large. Très bien. Voilà pour les présentations. Merci. Alors, je le disais, on va s'intéresser aux grandes thématiques qui animent le marché. Alors, bien entendu, la crise sanitaire, la transition écologique, ça c'est quelque chose qui a commencé avant et qui va certainement se poursuivre avant la crise sanitaire. On va voir ce que vous faites, enfin ce que vos sociétés font l'un et l'autre dans ces registres, ce que ça représente concrètement pour vous. Donc, Christophe, on poursuit avec vous, Christophe Deldic. Chez Turenne, la transition écologique. Est-ce qu'il faut dire transition écologique ou transition énergétique d'ailleurs? Alors nous on dit troisième révolution industrielle, c'est encore autre chose, parce que c'est un véhicule. C'est le sens de la formule. Non, c'est parce que c'est un véhicule qu'on a créé dans la région nord pour démarrer, donc la région qui entre guillemets a prospéré grâce à la première révolution industrielle, a beaucoup souffert de la deuxième et donc veut reprendre de l'avance à travers la troisième révolution industrielle qu'on a axée sur 3 piliers. Le premier qui est la transition énergétique,
comme ça qu'on dit, transition énergétique. Là, on finance, alors, que ce soit des projets de méthanisation, d'éolien, de photovoltaïque, donc entre guillemets de l'énergie propre, décarbonée. Aussi beaucoup de projets autour de l'économie circulaire, donc c'est là où on va retrouver tout ce qui est recyclage de déchets. Et enfin, on est aussi sur le segment de la réindustrialisation proprement dit. Je citerai un exemple qu'on a financé sur l'année 2019, une société qui s'appelle B-Paper, qui est un ancien site industriel qui avait été abandonné dans la région de France, près de Saint-Omer, l'ancien site d'Arjowiggins. Et on a accompagné un repreneur pour réindustrialiser ce site dans la fabrication de carton ondulé, qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires dès cette année, qui va passer à 100 millions d'euros dans les 3 prochaines années, et qui a recréé déjà plus de 200 emplois sur un site qui était abandonné. Voilà. Et ça, c'est bien dans la philosophie de ce véhicule, CAP 3e révolution industrielle. Donc c'est un de pas de la relocalisation, c'est de la réindustrialisation. Réindustrialisation dans nos territoires. Voilà. Donc quand on parle de réindustrialisation, derrière, chez nous, ça a une dimension avant tout dans les régions, voilà, donc territoriale, et en avec mettant une dimension un focus, emploi, oui, et industriel. Ouais, voilà, donc des sites à valeur ajoutée, pas uniquement de la prestation de services, donc de l'industrie. Qui dit l'industrie dit des investissements, beaucoup d'investissements, donc nécessité d'avoir recours à des fonds propres, et c'est là aussi où ça donne du sens dans nos thématiques auprès des capitaux qu'on lève auprès de nos souscripteurs, c'est de les employer dans le financement de machines qui du coup vont rester affectées à un site qui derrière va réemployer du monde, va recréer une vie sociale, locale, commerce, services ajoutés, et qui permet d'une réindustrialisation d'un territoire, de partir d'industrie jusqu'à toute la chaîne de création de valeur. On est convaincu qu'on a encore énormément de choses à faire aujourd'hui suite à la désertification qu'on a connue dans beaucoup de nos régions, dans le cadre de la transition énergétique et la transition écologique sur ce segment. Très bien. Fabrice Dumonteil, votre contribution chez FL Investment Group, j'allais dire investissement Investment Group, au verdissement de l'économie. Alors nous, on finance des entreprises et on finance aussi leurs actifs, parce que dans le domaine de la transition énergétique, les entreprises, elles construisent des centrales solaires, elles construisent des unités de stockage, elles construisent des centrales de méthanisation. On a, depuis qu'on fait ça, c'est-à-dire une dizaine d'années, financé largement plus d'une centrale nucléaire, donc ça commence à se voir, hein, des centrales nucléaires, il y en a, enfin l'équivalent d'une centrale nucléaire, hein, évidemment, vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a 50 en France, donc quand on en a remplacé une par de l'énergie verte, centrales ou des réacteurs? Non, des centrales, oui. Non, mais je dis ça pour donner un peu des ordres de grandeur, mais c'est presque 1,5 milliard investi dans des unités de production d'énergie verte, et donc c'est une vraie contribution décisive. On adore ce secteur parce qu'il faut comprendre que c'est un secteur qui est en croissance très 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 forte. Tout le monde parle d'électricité verte tout le temps. On a l'impression que tout est fait, mais en réalité, il va falloir multiplier les capacités encore à l'échelle européenne par au moins 5 ou 10 dans les 10-20 ans qui viennent. Et ça, c'est l'électricité verte. On n'a pas commencé avec le gaz. Vous parliez de méthanisation tout à l'heure. Le gaz, il est encore à 99,9% fossile. Il faut le décarboner aussi. Donc là, il y a des investissements colossaux à faire. Le stockage, la mobilité, toutes ces choses-là, on en est qu'au début. Évidemment, comme investisseur en capital, c'est fantastique d'être sur des secteurs en croissance comme ça, parce que c'est là que vous créez de la valeur et des histoires fantastiques. On a en France des licornes dans ce domaine, des sociétés qui ont dépassé le milliard. Neoen qui est dans notre groupe, Acuo, Voltalia, etc. Rien qu'en France, dans le domaine de l'énergie, il y a des réussites fantastiques. On est très fort dans ce domaine. Évidemment, à l'échelle européenne, c'est le cas aussi. Et on fait tout pour accompagner ces PME, les aider à grandir, à développer leurs projets. Et pour ça, évidemment, elles ont besoin de beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup d'investissements. Donc forte croissance, et en même temps, on aime bien aussi le profil de risque de ce secteur, parce qu'avec l'argent, vous n'êtes pas en train d'acheter des mots-clés sur Google ou sur Facebook, et l'argent est parti. Vous êtes en train de construire des infrastructures qui sont dans le sol, quelque part, et donc qui ne sont jamais perdues. Vous pouvez vous tromper d'opérateur ou quoi, mais voilà, vous limitez votre risque dans ces métiers-là, parce que vous construisez des infrastructures qui sont là pour les 30, 40, 50 ans à venir, et qui seront toujours productives finalement. Donc c'est pour ça qu'on adore ce secteur et qu'on y est présent depuis plus de 10 ans maintenant. D'accord, ça c'est pour la transition écologique ou énergétique. Dans la santé, je reste avec vous. Vous avez des investissements? Oui, alors beaucoup avec le Covid, bien sûr. Dans la santé,
c'est aussi une ligne de force de l'équipe depuis le départ. Un peu de biotech, un peu de medtech aussi, dans lequel on est bien présent. On a une équipe qui a une couverture européenne, donc dans le domaine de la santé, l'équipe passe pas mal de temps sur les marchés scandinaves ou en Allemagne, dans lequel il y a des choses très intéressantes. Une société dans notre portefeuille qui est intéressante en ce moment, c'est une société qui s'appelle Novacite, qui n'était pas connue du tout il y a quelques mois. C'est quoi, c'est les tests ? Se trouve avoir développé un test pour le Covid, et donc dont la valorisation a bien augmenté, là, vous pouvez imaginer. C'est un peu anecdotique. Ça permet aussi de donner des résultats plus vite ? Ouais, il faut essayer, ouais, c'est sûr. Non, c'est un peu anecdotique. Le travail de l'équipe, il est davantage... On a un médecin dans l'équipe qui peut donner un avis sur la validité technique et scientifique des sociétés qu'on accompagne. C'est un travail de longue haleine, donc de temps en temps, vous avez un coup de chance avec une société qui est là sur une thématique comme le Covid, mais on a participé à beaucoup de succès, comme des BV, comme Genfit, comme des vrais champions français qui se sont internationalisés sur des vraies innovations dans le domaine de la santé. Christophe Deldic, la santé, le médical, c'est un thème d'investissement. C'est un de nos piliers justement sectoriels, le secteur de la santé majeur. Sans forcément vouloir mettre une société en avant, je voudrais remettre dans le secteur de la santé ce qu'on duplique dans d'autres secteurs chez nous, c'est-à-dire que l'objectif numéro 1, c'est quand même de délivrer de la performance financière à nos souscripteurs. Je suis donc plus à l'aise de le dire devant vous ici. Et pour pouvoir faire de la performance financière, on est assez basique. On pense qu'une société, si elle a grandi et qu'elle gagne un résultat plus important au moment où on sort par rapport au moment où elle est entrée, normalement, on va générer de la plus-value. Et le secteur de la santé, c'est un secteur qu'on aime beaucoup parce que c'est un secteur qui est en forte croissance de manière naturelle. Et on accélère cette croissance en aidant nos participations à grandir en plus par croissance externe. Donc j'illustrerai ça avec notre fonds Capital Santé 1 qu'on est en train de liquider complètement. On a pris 14 participations dans ce véhicule. On a fait 14 opérations de croissance externe. Donc c'est quasiment une pour une. Et ce qui fait que sur l'ensemble des 7 premières participations qu'on a rendues liquides, les 7 premières, aujourd'hui, on est toutes sorties avec un multiple supérieur à 2. Et on est sorti sur un multiple supérieur à 2, pas uniquement parce que c'était un marché en croissance interne, mais bien parce qu'on a en plus opéré de la consolidation dans ce secteur. Et c'est là où c'est pour moi important de mettre ça en avant dans notre classe d'actifs à nous, qu'on appelle le private equity ou le capital investissement. C'est contrairement à d'autres classes d'actifs, nous sommes des opérateurs où on a un impact dans les sociétés qu'on accompagne. Et l'impact, je ne voudrais pas qu'il se résume uniquement à l'impact de la transition énergétique, c'est notre impact, c'est d'abord, nous, en tant qu'opérateurs, d'accélérer la croissance des sociétés qu'on accompagne. Et si les sociétés qu'on accompagne grandissent plus vite, elles gagneront plus d'argent, elles auront créé beaucoup de valeur. Voilà. Donc le cœur de notre métier, quand on rentre au capital d'une société, en tant qu'opérateur, c'est d'abord d'avoir la conviction de dire est-ce que cette société va grandir et est-ce que nous, on est les bons opérateurs pour accélérer cette croissance naturelle. Et c'est ça l'élément fondamental de la génération, de la création de valeur. J'expliquerai juste en faisant référence, on a assez d'études aujourd'hui sur les performances passées de notre métier pour dire d'où elles viennent. Et je voudrais prendre 30 secondes là-dessus parce que chez France Invest, qui est l'association professionnelle du métier du capital investissement, on suit toutes les opérations de l'entrée jusqu'à la sortie. Et sur 250 opérations de capital transmission récentes, on a tiré une statistique qui montre que la création de valeur provient à plus de 60% de la croissance des résultats qu'on a accompagnés. Et ça n'est pas assez su par les gens qui nous financent comme les gens qu'on accompagne, parce qu'on pense qu'on est des opérateurs qui gavons les sociétés de dette dans là où on devient actionnaire, qu'on émet de la dette, et qu'il suffit de rembourser la dette qu'on a mis pour faire de la plus-value. Faux. Aujourd'hui, et aujourd'hui je dis ça depuis 10 ans, nous savons tous que dans notre métier, pour faire de la plus-value, il faut d'abord qu'il y ait une croissance de résultats, et ensuite, une société qui a des résultats qui sont en croissance de manière régulière se valorise en plus sur un multiple plus important que sur des sociétés qui sont flat. Donc notre cœur de métier, au-delà de mettre de la dette pour financer nos opérations d'investissement, c'est d'accélérer la croissance des résultats pour se dire on sortira de toute façon de cette société avec une valorisation plus élevée parce qu'elle gagnera plus d'argent. On sera sur un multiple de sortie qui sera certainement du coup plus élevé que celui sur lequel on est entré. Et accessoirement,
il y aura eu l'effet de la dette, du désendettement. Chez nous, la dette, elle est beaucoup plus utilisée pour financer les opérations de croissance, et notamment les opérations de croissance externe, que le moment de financer notre entrée au capital des sociétés. Voilà. Je voulais juste prendre ça parce que l'impact, il est aussi de dire comment on transforme les sociétés dans lesquelles nous investissons. Voilà. J'allais vous poser justement la question de l'accompagnement des sociétés dans lesquelles vous investissez. En termes de temps, d'horizon de temps. Oui. En moyenne, 5 ans, 8 mois. 5 ans et 5 8 ans, 8 mois. mois. Ah oui, c'est autre chose que les sociétés cotées. Oui, chez nous. Et vous cédez totalement. 5 ans, 8 mois. Dans nos stats. Ouais. Alors, oui. C'est rapide, hein, non ? Moi, je trouve que c'est plutôt long, parce que 5 ans, on a le temps de faire des choses en 5 ans. Oui, mais entre le moment où vous investissez, vous faites grandir et vous cédez, vous trouvez c'est oui, on gère notre argent. Dans votre industrie, je ne sais pas quel est le... Moi, je me disais c'était plutôt 5 à 10 ans. Moi, je dis 5 ans, 8 mois, c'est nos stats. Non, mais on est plutôt... Notre jargon, c'est plutôt dans notre métier de dire de 5 à 7 ans. Voilà. La majorité des fonds que nous gérons ont une durée de vie limitée. C'est un statut juridique de fonds qui est plutôt d'une durée de vie normale de 8 ans, qui peut être prolongée de 2 ans jusqu'à donc 8 à 10 ans. On a une période d'investissement qui est globalement les 3 à 4 premières années. D'accord, et ensuite, on gère et on commence à rendre la liquidité au fur et à mesure des sessions. Mais donc, c'est sûr que si la dernière prise de participation, on l'a fait sur l'année 3, si on reste en moyenne 5 ans et 8 mois, on donne la liquidité de la dernière opération sur la 9e année du fonds. Mais la durée de détention moyenne chez nous, je vous dis, c'est 5 ans et 8 mois. D'accord. Fabrice Dumonteil, comment ça se passe chez FL Investment, l'accompagnement des entreprises dans lesquelles vous investissez ? Alors, nous, notre conviction, c'est... Et ce qu'on aime faire, c'est de travailler avec des bonnes équipes de management. Moi, j'ai été de l'autre côté de la barrière. J'étais dans une société qui était accompagnée par des fonds de private equity. Il faut nuancer un peu l'apport que peut faire une équipe d'investissement qui est dans son bureau à Paris, quoi. Moi, je suis assez modeste là-dessus. Donc, notre premier critère, c'est de choisir une équipe de management dont on se dit qu'elle va être compétente, et ensuite de choisir quelques dimensions sur lesquelles on va pouvoir apporter un appui stratégique, financier, etc. Si je prends le domaine de la transition énergétique, toujours, on voit bien que les sociétés françaises, les PME de ce secteur-là, elles vont par exemple avoir besoin de s'internationaliser, les quelques succès que je citais tout à l'heure, c'est des entreprises qui ont réussi à l'international. Bon, nous, on a la chance d'avoir financé des opérations de transition énergétique dans tous les pays européens et dans pas mal de pays dans le monde. Et donc, on peut donner à nos entreprises une perspective sur, tiens, c'est une bonne idée d'aller là, la réglementation est plutôt favorable, etc. On peut aider le développement international, ça c'est une première idée. On peut aider sur la dimension du financement dans ce métier de la transition énergétique. Le financement est vraiment le nerf de la guerre parce que les projets peuvent supporter pas mal de dettes et évidemment il faut optimiser ce financement. Là c'est pareil, on en a vu des dizaines et des dizaines de projets, et donc on peut aider les sociétés qu'on finance en capital à optimiser leur financement bancaire, leur financement de projets, etc. Et puis on peut aussi les aider à penser trajectoire de développement, stratégie. Je vous disais qu'on a, je crois que l'équipe d'investissement chez Eiffel, on a probablement au sens large accompagné au moins une dizaine de sociétés qui sont montées jusqu'à au-delà d'1 milliard de valorisation et qui sont cotées en bourse, etc. Donc on a l'expérience des trajectoires de croissance et de création de valeur très fortes, et donc on peut aussi aider nos sociétés en portefeuille à saisir cette trajectoire de croissance, à réfléchir à une cotation en bourse éventuellement. L'équipe a fait une quarantaine d'intros en bourse depuis 20 ans. Voilà, donc c'est sur cette dimension-là qu'on peut aider. Au quotidien, c'est les managers qui ont les clés, il faut bien les choisir et leur faire confiance, c'est ça qui marche. Donc pour les entreprises qui font appel au private equity, le private equity, ça peut être une étape avant l'introduction en bourse. Ouais, quand elles ont une taille quand même significative. Ouais, on ne parle pas des PME là. Tout est possible toujours, mais c'est vrai que c'est une sortie sympa parce que ça permet de garder son indépendance. Après, il y a d'autres sociétés qui vont dire je vais aller me vendre à un groupe industriel. Nous, on est assez agnostique, mais comme on aime bien travailler avec des entrepreneurs, des managers, c'est des gens qui aiment bien être indépendants en général. Donc, Christophe, le private equity alternative à la bourse ou ça peut être complémentaire ? Ouais, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo. La bourse, c'est 3% des sorties dans le private equity. Et aujourd'hui, on fait
Alors, je vais vous donner les chiffres. En moyenne, on fait sur les 3 dernières années 2300 opérations d'investissement par an. Pas chez Turenne, toute la profession du capital investissement. Ça fait 6 opérations par jour, dimanche inclus. Vous regardez le nombre d'opérations d'introduction en bourse chaque année, je pense que voilà, cette année, s'il y en a une par mois, c'est sympa. Donc il n'y a pas photo. Aujourd'hui, pour les dirigeants d'entreprise, nous sommes devenus les interlocuteurs naturels, à la fois pour lever des capitaux, à la fois pour sécuriser son patrimoine. Mais j'insiste, je pense que là aussi, nous, par rapport à la bourse, c'est que les gens qui vont travailler avec des gens comme nous, c'est qu'ils cherchent plus que de l'argent. C'est-à-dire qu'ils cherchent un accompagnement à valeur ajoutée. Et aujourd'hui, on est assez nombreux dans notre industrie pour que, quelque part, le dirigeant d'entreprise qui souhaite ouvrir son capital pour mener un projet de croissance, il peut discuter avec 4, 5, 6 opérateurs différents et faire son choix pour, avoir ce fit, la relation humaine avec l'équipe qui va l'accompagner. Et au-delà des éléments de valorisation, les dirigeants, ils ont bien compris que le sujet, c'est le chemin qu'on va faire ensemble pour la création de valeur. Donc aujourd'hui, oui, notre classe d'actifs a un impact beaucoup plus fort dans les sociétés qu'on accompagne que la bourse. Le ticket d'investissement moyen, chez vous, il est de combien ? Alors, chez nous, il est environ de 2 millions d'euros par an. Mais c'est très divers parce que ça va à la fois d'un fonds où on va mettre un ticket de 300 500 000 euros, un FIP ou un FCPI, jusqu'à un ticket de 10-15 millions d'euros pour un de nos fonds institutionnels. Et votre ticket moyen ? Ça va de quelques millions à quelques dizaines de millions d'euros. L'important, ça je rejoins mon collègue, l'important c'est de pouvoir accompagner la croissance des entreprises, donc on est souvent amené à réinvestir en fait. D'accord. On en vient à la façon dont les entreprises dans lesquelles vous avez investi ont traversé la crise du Covid, dont on n'est pas encore sorti. Dans quel état d'esprit elles se trouvent actuellement ? Comment vous les avez accompagnées ? Comment vous les avez aidées à traverser cette crise ? Christophe Deldic, comment ça s'est passé ? Alors je suppose que selon les secteurs, bien entendu, ça n'a pas été la même approche. Non, je vais démarrer par ça, parce que on lit tous dans la presse quelle lettre on va mettre. Je valide la lettre K, en tout cas dans notre portefeuille, c'est-à-dire qu'un gros arrêt, une grosse reprise pour beaucoup de secteurs, et d'autres secteurs qui continuent à être très en difficulté. Pour la reprise de l'économie, d'accord. Pour la reprise de l'économie, donc c'est pas en V, c'est en K. Voilà. C'est pas en V, c'est pas en W, c'est en K. Non, pour l'instant c'est en K et un grand K. Donc non, mais tout ça pour dire que globalement, comment la crise a été vécue par nos dirigeants, un grand choc, de l'inattendu et de manière très brutale pour certains secteurs d'activité. Je citerai juste un exemple d'une société dans l'aéronautique qu'on accompagne, 6 millions d'euros de résultats en 2019, budget 7 millions de résultats en 2020, c'est le budget. Début d'année, janvier-février, on fait une opération de croissance externe parce qu'on est dans l'euphorie. Et alors, hier, on faisait une réunion et il annonce moins 3 millions de résultats pour 2020 et moins 1 pour 2021. Donc la vraie vie, c'est quand même ça. Donc c'est d'abord un choc brutal et pour certains secteurs où les gens se disent ça va durer. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période ? On a été très présents avec nos dirigeants et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que finalement à un moment on était tous confinés, donc on n'a pas la possibilité de se voir. On n'a peut-être jamais été aussi proche des dirigeants qu'on accompagne que pendant cette période-là, en les accompagnant de manière très opérationnelle sur la mise en œuvre du chômage partiel, aller chercher les PGE avec eux auprès des partenaires bancaires pour sécuriser la trésorerie. Et donc voilà, et de l'accompagnement aussi au quotidien dans la mise en relation pour gérer tous ces éléments-là. Donc ce qui fait qu'en sortie de crise, je pense que notre image et notre input par les dirigeants, au-delà des capitaux qu'on a apportés lors de notre entrée en relation, tous nos dirigeants ont vu qu'on apportait beaucoup plus que des capitaux et ont plus que jamais font notre pub. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de dirigeants de notre portefeuille qui, auprès de leurs copains dirigeants d'entreprise qui n'ont pas encore ouvert leur capital, leur expliquent que finalement d'avoir eu un actionnaire professionnel à côté d'eux les a bien aidés à traverser la crise et qu'il se facilite d'avoir un partenaire comme nous. La sortie de crise, elle est très variable, c'est sectoriel, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a où c'est très violent et ça va rester violent. Nous, on est investi. Les hôtels ? Oui, on a investi dans l'hôtellerie. Alors, je dirais par chance, on est très peu sur Paris, parce que Paris, c'est violent, les touristes ne sont pas là, donc il n'y a plus de touristes, donc le taux d'occupation des hôtels parisiens est très faible. On a fait un meilleur été que prévu dans nos hôtels, entre guillemets, en région. Et c'est normal, puisqu'on est resté en vacances en France, donc on est allé peut-être plus dans nos hôtels français que les années précédentes. Et la rentrée est
bien plus mauvaise que ce qu'on anticipait pour 2 raisons. Les séminaires ou les affaires, on se rend compte qu'aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose depuis le mois de septembre. Et enfin, la partie touristique, où on va dire les retraités qui partaient en vacances en septembre, cette année, ils ne sont pas partis, ils restent chez eux. Donc, on a une rentrée qui est très difficile dans le secteur de l'hôtellerie. Donc, nous, on considère en tant qu'investisseurs qu'on a, entre guillemets, un décalage complet de 18 mois sur notre thèse d'investissement. Et on a réinvesti, là, cet été, dans 10 hôtels de notre portefeuille pour leur donner la trésorerie suffisante pour tenir jusqu'à 2022, où on pense que c'est en 2022 qu'on retombera sur, une activité normale. Voilà. Donc, ça ne change pas la thèse d'investissement, mais ça la décale de 2 ans. D'où l'intérêt d'avoir un temps long dans l'accompagnement, parce que c'est vrai que cette crise, sur les... Donc ça va s'allonger, vos 5 ans, 8 mois moyens, ça va s'allonger sur celle-là, on va peut-être passer à 8 ans, ouais, donc, parce que la réalisation du plan, elle va être plus longue que ce qu'on avait anticipé à l'origine. Ouais. J'entends dire que les entreprises qui ont eu recours au PGE, d'une façon générale, l'ont pas utilisé complètement. Oui. Vous avez constaté ça? Oui. Et pourquoi? Parce que déjà, on leur a dit de prendre tout ce qu'ils pouvaient prendre pour sécuriser la trésorerie. Voilà. Ça, on a considéré que c'était notre boulot d'actionnaire. C'est-à-dire que on sécurise le cash. Donc, quand on avait et là-dessus, on a été très opérationnel. Sur nos 260 participations, il y en a 200 qui ont un PGE. Et je suis d'accord avec vous, sur les 200 à qui on a obtenu un PGE, je crois qu'il y en a 150 qui ne l'ont pas utilisé. D'accord. Voilà. Mais c'est de la saine gestion, c'est-à-dire que de se dire aujourd'hui on a un prêt qui peut permettre de sécuriser la trésorerie en cas d'accident. Nous on a eu une grande peur vis-à-vis de notre portefeuille, c'est la peur des impayés. Au-delà des sujets sectoriels, si vous êtes une société et que vous avez votre premier client qui représente 20% de votre chiffre d'affaires et qui vous paye plus parce qu'il est lui-même en difficulté financière, vous avez perdu 20% de votre chiffre d'affaires et vous avez un trou dans la trésorerie. Donc le PGE, on l'a d'abord mis pour ça. Et je pense que c'est là aussi où on peut tous se féliciter de la mise en place des PGE, c'est que je pense que ça a contribué à éviter ça, justement. C'est que tout le monde a continué à payer ses fournisseurs. Il y a pas eu un effet domino. Donc, exactement, on a évité une crise en chaîne. Donc il ne faut pas dire que le PGE, il n'a pas servi. Je pense qu'il a évité une crise de liquidité majeure. Néanmoins, il reste la crise de solvabilité à traiter, qui est autre chose. Et pour traiter cette crise de solvabilité, il faut des fonds propres. Ça tombe bien, on en a. Donc, voilà. Fabrice Dumonteil, la façon dont vous avez accompagné tout au long, depuis le début de cette crise, vos entreprises. Ouais, ça, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Christophe, ça ressemble, PGE, mais vous n'avez focus pas sur la trésorerie. Non, on n'a pas d'hôtellerie. Moi, ce que j'allais dire, c'est, je vous disais en introduction, on est chez Eiffel très attaché à l'impact extra-financier de nos investissements et très, très attentif à ça. Et je trouve que cette crise, alors c'est peut-être un hasard, mais c'est d'une certaine manière la première crise de l'ESG ou la première crise de l'extra-financier. Je m'explique, les entreprises qui ont bien résisté, c'est comme par hasard celles qui se préoccupent d'un avenir durable pour la planète. C'est les boîtes d'énergie renouvelable, c'est les boîtes d'agroalimentaire propre, c'est les boîtes de santé, c'est tout un ensemble d'entreprises qui sont alignées sur ces thématiques d'impact, de durabilité, etc. Le oil and gas, ça a moins bien marché, le transport aérien vers des contrées lointaines, un peu moins bien aussi. Et donc c'est intéressant, je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas ça veut dire que je trouve que c'est des secteurs massacrés qui de toute façon ne pouvaient pas faire grand-chose, même s'ils avaient eu une conscience environnementale. Non, mais c'est des secteurs qui à long terme ne sont pas sur les bons trends, c'est ça que je veux dire, parce que ne sont pas sur les problématiques de développement durable, etc. Et donc cette crise c'est peut-être un accélérateur de ces évolutions-là. C'est intéressant. Après, même dans des secteurs qui ont été massacrés, nous on finance par exemple, c'est pas de l'hôtellerie, mais un groupe de restauration qui s'appelle le groupe Bertrand. C'est un groupe qui est hyper attaché, au-delà de sa croissance financière, de son développement. C'est une histoire de création de valeur fantastique. Qui a racheté beaucoup de chaînes. Oui, qui a racheté à la fois des chaînes et puis des restaurants individuels. Ça se développe très très bien. Mais c'est un groupe qui fait ça en étant extrêmement attaché à l'emploi et à la qualité de l'emploi. Et donc, quand on les a financés, on leur a mis des objectifs sur ces évidemment des objectifs financiers, mais aussi des objectifs sur l'emploi. Et notamment, vous savez tous que dans la restauration, il y a beaucoup d'emplois précaires. Chez Groupe Bertrand, ils ont pris l'engagement que les embauches étaient à 95% en CDI. Dans la crise, ça les aide en réalité, parce que, évidemment, ça coûte un peu d'argent, mais les gens sont là, sont fidèles, et quand ça redémarre, ce qui est le cas maintenant, il n'y a pas à reformer, à repartir, etc. Et donc on voit que
finalement, les entreprises qui ont une approche de long terme, durable, qui pensent à l'environnement, qui pensent à l'emploi, qui pensent au social et qui ne pensent pas qu'à leur profit, elles peuvent en réalité dans la durée générer plus de profit. C'est ça qu'on constate dans nos portefeuilles et qu'on aime bien et qu'on encourage. Quel impact a eu cette crise du coronavirus sur le marché du private equity en termes de nombre d'opérations, d'activités? Est-ce que ça a pesé sur le marché du private equity ou est-ce qu'il y a toujours autant d'argent qui veut s'investir? Alors, je crois qu'il y a toujours autant d'argent. Ça, Christophe a peut-être plus de statistiques que moi, mais il y a toujours autant d'argent. Il y a eu, avec les PGE que vous citiez, finalement un afflux d'argent, de dettes dans les entreprises, et donc elles ont peut-être eu un peu moins besoin à court terme de fonds propres. Mais en revanche, comme le disait Christophe, maintenant, il va falloir refinancer tout ça. Il va falloir recréer des structures de capital qui sont durables. Et c'est maintenant que le private equity peut et doit jouer son rôle. Christophe, sur ce point. Oui, on sort de 2 années historiques en termes de levée et en termes d'investissement dans notre métier. L'an dernier, la profession au sens large a levé 20 milliards d'euros et on a investi 19 milliards d'euros. Donc vous voyez que l'argent qu'on lève, il est déployé. Donc c'est pas pour ne pas l'investir. Il est clair qu'en 2020, on va avoir moins d'investissement parce qu'on a eu une période, de toute façon, pendant 3 mois où, entre guillemets, on a peu investi par rapport à l'année 2019. Il n'y a pas eu de rattrapage Non, parce que c'est vrai que... de ce qui a été perdu. Aujourd'hui, il y a 2 sujets. C'est que les dirigeants, en fait, il faut qu'on leur pique un peu les fesses pour faire des opérations de croissance externe parce qu'ils sont encore un peu... comment se passe la sortie de crise? Donc, ils ralentissent leur projet de croissance, ce qui est normal. Et on est là pour dire, maintenant qu'on a retrouvé... je dirais un niveau d'activité normal, et il faut continuer le projet de développement et accélérer certains rapprochements. Parce que cette crise, vous entendez tous comme moi, j'imagine qu'elle accélère les tendances. Oui, elle va accélérer aussi les consolidations sectorielles qui étaient en cours. Donc, et c'est là où nous, on doit les accompagner. Dans quel secteur, par exemple? Dans à peu près tous les secteurs. Qui sont les plus en difficulté? Même ceux en forte croissance comme la santé, il y a de la consolidation. Donc voilà, c'est pas que le numérique ou le digital. Donc il va y avoir de la consolidation dans tous les secteurs. Je pense même dans le nôtre, vous voyez, donc il y a un secteur en forte croissance, tout ça, ça va contribuer à consolider. Donc je pense que oui, on va peut-être avoir plus que jamais besoin d'opérateurs comme nous, c'est-à-dire d'accompagner les entrepreneurs dans des financements en véritables fonds propres sur des durées longues. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question de dire finalement quand il arrive ce qu'on n'a jamais prévu, personne dans son business plan ou dans son budget a dit qu'il allait fermer l'entreprise pendant 2 mois. Et donc quand nous les premiers, on mettait des niveaux de dette importants en disant au minimum on aura tant de cash flow sur l'année 2020, nous aussi il faut qu'on revoie un peu nos copies et nos modèles parce que finalement quand on ferme l'entreprise pendant 2 mois et qu'on ne l'a pas prévu, on se rend compte que ne pas être trop endetté, ça a quand même de la valeur. Donc la notion de renforcer les fonds propres, pour l'ensemble des dirigeants, je pense qu'elle va être plus importante en sortie de crise qu'avant. Voilà. Ce qui tombe bien, parce qu'il y a beaucoup de capitaux. Nous, on a assez de recul dans notre industrie, parce que notre industrie elle existe depuis 30 ans. Elle génère un niveau de performance qui est la plus élevée de l'ensemble des classes d'actifs. Je profite d'être devant vous aussi pour dire que globalement, le rendement du capital investissement sur 30 ans, on est à 10%. C'est bien mieux que le CAC 40, que l'immobilier ou d'autres classes d'actifs. Et donc, plus que jamais, je pense, il faut mettre dans son portefeuille de placement, dans une partie de son épargne, la classe d'actifs du capital investissement. Voilà, qui est un marché qui est aujourd'hui suffisamment profond, liquide, et avec une récurrence de performance pour, gommer le côté négatif qu'on a, qui est l'illiquidité, puisqu'en effet, on ne peut pas acheter et vendre une action non cotée tous les jours comme on peut le faire sur une société cotée. Donc notre côté illiquide peut être un frein. Néanmoins, on a un niveau de performance qui est régulier et assez, aujourd'hui, avec assez historique pour pouvoir rassurer l'ensemble des épargnants dans un environnement où l'épargne dans l'assurance vie rapporte plus, de dire que si on cherche à faire... en tout cas. Comment ? Les fonds euros. Oui, enfin bon, même si je prends l'environnement coté, immobilier, on est la classe d'actifs la plus rentable sur la durée. Alors, on y reviendra sur la pertinence dans le contexte actuel, parce que là, vous enchaînez tout. J'arrête. Fabrice, vous aviez peut-être une réaction sur les consolidations à venir du fait de cette crise ? Oui, non, mais c'est vrai que il va y avoir 2 types de consolidation, mais il va y avoir des consolidations défensives qui sont pas des boîtes qui vont pas bien, qui se mettent ensemble, qui restructurent, etc. Ça, c'est pas très agréable, mais
il faudra aider du mieux qu'on peut. Et puis il y a des consolidations offensives aussi qui sont nous, quand on a des sociétés en portefeuille, des boîtes françaises qui partent à la conquête, à l'international, etc., on est toujours content. Je pense effectivement que ça peut s'accélérer un peu dans la suite de la crise. Alors, Christophe nous a déjà parlé justement de l'intérêt du private equity par les temps qui courent. Bon, je suppose que vous êtes du même avis. Ouais. Ceci dit, pour un épargnant, c'est pas aussi facile à suivre qu'un portefeuille boursier, tout bête, par exemple, en termes d'affichage des performances. Là, vous nous donnez une moyenne sur 30 ans, c'est bien, mais c'est un chiffre moyen. Voilà, selon les années, c'est pas toujours le cas, quoi. Oui, je suis d'accord. Non, mais là-dessus, il y a deux ou trois choses que je peux dire. C'est bon pour la diversification, en fait, c'est ça ? Ouais, la première, alors, c'est bon pour la diversification. Je pense qu'il faut, quand on est à titre personnel, comme investisseur, c'est bien d'en faire un peu chaque année, de ne pas tout miser sur un millésime, parce qu'on voit bien que en investissant dans une sortie de crise comme ça va être le cas en 2020, 2021, 2022, on a des opportunités de faire des performances qui sont probablement meilleures qu'en investissant un peu au top en 2019. Donc il faut diversifier sur des dans fonds la qui commencent durée. Maintenant, là, Oui, sur des fonds qui commencent maintenant, c'est probablement bien, on verra, mais en tout cas, pas jouer une fois et puis attendre 10 ans, jouer un peu tous les ans. Et puis ensuite, je dirais que pour les épargnants et les investisseurs individuels, les choses évoluent dans le bon sens avec la loi Pacte qui permet de mettre des actifs privés dans son assurance vie. Nous, on lance dans quelques semaines là, le premier fonds, je crois, qui permettra d'investir. C'est pas du private equity au sens entreprise, c'est du private equity au sens actif de transition énergétique. Ce sera le premier fonds éligible à l'assurance vie qui permet d'investir dans des actifs de transition énergétique, des éoliennes, des centrales solaires, etc. Ça n'existait pas vraiment avant, enfin en tout cas pas sous des formes très faciles. Et je crois qu'on sent chez les investisseurs individuels un désir fort d'aller vers ces classes d'actifs-là, le private equity, des secteurs qui ont du sens aussi au-delà du financier. Christophe, sur la transparence, la lisibilité pour l'épargnant du private equity, les FCPI, les FIP. Oui, voilà, on peut parfois avoir de très mauvaises surprises le temps. Oui, bien sûr. Non, mais alors vous me laissez combien de temps ? On le fait pour des raisons fiscales, donc on sait combien on va économiser en impôts. Mais voilà, selon les paris qu'on fait, même si on a plusieurs lignes, on peut se traîner des lignes sur plus de 10 ans. Alors, vous avez raison. En fait, nous sommes la classe d'actifs la plus rentable, mais l'écart type est important au sein de la classe d'actifs. Ce qui est le capital innovation et le capital risque, forcément, c'est le plus risqué. Et donc, c'est là où il faut avoir un portefeuille, je dirais, le plus diversifié pour chercher, avoir le plus de chances de tomber sur la licorne qui va faire la performance globale du portefeuille. Comme on peut difficilement tomber dessus. Voilà, donc il faut... Même pour vous en tant qu'investisseur. Bien sûr, c'est pour ça que la performance moyenne est plus basse dans cette classe d'actifs du capital innovation qu'on peut le trouver dans le capital transmission. Donc la performance moyenne, pour donner quelques chiffres rapidement, la performance moyenne du capital investissement en France, c'est 10% par an. 10% par an, il n'y a pas mieux. Mais ça, c'est la moyenne. Et elle se divise entre du capital innovation qui va être autour de 3%, voilà, et encore avec un écart type à l'intérieur qui est aussi colossal. Et les fonds fiscaux, j'y reviendrai, il y a une contrainte en effet, il y a une déduction fiscale qui est donnée. Du coup, l'épargnant est intéressé et en disant en même temps, je vais financer des sociétés innovantes, peut-être dedans où je vais tomber sur la société de jackpot. Oui, ça arrive, mais des fois, ça n'arrive pas. Avec une contrainte qui est très forte sur les fonds fiscaux qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est qu'on n'a que 24 mois, globalement, pour déployer les capitaux. C'est-à-dire qu'une collecte de fonds d'un FIP ou FCPI, comme vous allez l'avoir là sur la fin de l'année 2020, tout doit être investi au plus tard en 2022. Et donc, ça laisse quelque part le temps d'analyse ou de sélection beaucoup plus étroit que pour un fonds institutionnel d'une taille plus importante. Et ça, c'est nuisible pour la performance financière globale, puisqu'on est par définition sur des sociétés jeunes, innovantes, donc les plus risquées,
Mais c'est aussi pour ça que l'État a donné une déduction fiscale. C'est qu'il sait que c'est pour financer des entreprises qui, globalement, sont plus risquées que d'autres. Bon. Mais je ne voudrais pas qu'on résume le capital investissement en France à la performance des fonds FIP et FCPI, que vous connaissez tous, mais qui ne correspondent pas à la performance moyenne du capital investissement en France. Le capital investissement en France, il est après sur les fonds de capital développement, qui, globalement, ont une performance autour de 7 à 8% par an, et le capital transmission, donc qui opère sur des sociétés qui sont généralement d'une taille plus forte, donc plus rentable, donc moins risquées, et qui ont généralement un niveau de performance de l'ordre qui peut aller jusqu'à 15% par an. Et c'est la moyenne de tout ça qui fait du 10% par an. C'est pour ça que je dis que notre classe d'actifs est la plus rentable au sens large. Et il ne faut pas la regarder uniquement sur le rendement annuel d'un FIP ou d'un FCPI, même si dans la durée, qu'on investit tous les ans et qu'on diversifie sa mise sur plusieurs, entre guillemets, gestionnaires, bah, on optimise sa chance d'avoir des bonnes performances sur ces millésimes d'investissement dans les fonds fiscaux. C'est valable pour tous les placements, la diversification. Exactement. Fabrice, quelque chose à rajouter là-dessus ? Moi, je challengerai un tout petit peu le point sur les FCPI, parce que nos maisons se ressemblent là-dessus. On est là depuis longtemps, et donc on a des équipes très stables qui investissent tous les ans des montants élevés, qui investissent 25, 30, 50 millions. Et donc, finalement, effectivement, il faut lisser le risque en investissant à travers plusieurs millésimes, mais la pression pour investir, elle n'est pas vraiment là. On investit tous les ans ce qu'on peut investir. Il y a un nouveau fonds tous les ans, on l'investit, et ça se passe plutôt bien. Et moi, c'est vrai que quand on avait regardé, puisque donc Eiffel a acheté Alto en 2017, on avait regardé plusieurs acteurs du secteur. Ce que j'avais beaucoup aimé dans l'équipe d'Alto et les performances des fonds Alto, c'est justement l'écart type très faible entre les différents fonds. Une gestion assez prudente qui fait que il y a des mauvais millésimes comme chez tout le monde, mais pas beaucoup, et il y a beaucoup de très bons, et donc en moyenne c'est bien. Il faut des équipes qui sont là, stables dans le temps, et qui font leur travail. Et effectivement, comme on le disait, il y a des années comme 2020, 21, 22 qui vont certainement être meilleures, parce que on sort de la crise, et donc les points d'entrée, les prix d'achat sont plus bas, donc c'est bien. Un petit avis sur ce que vient de lancer le gouvernement, là où vous parliez de renforcer les fonds propres des PME, ETI, des entreprises en général. Ce fonds, via la BPI, c'est du capital investissement. Oui. Ça va être géré par BPI, mais via un autre fonds de private equity, je crois. 1, 2, 3. Alors justement, ce ticket pour les épargnants de 5 000 € minimum, je crois, pour investir sur ce fonds-là, qui va renforcer les fonds propres des entreprises avec un rendement espéré de 5 à 7%. Déjà, comment est-ce qu'on peut donner un chiffre comme ça ? C'est toute chose égale par ailleurs. Et qu'est-ce que ça vaut pour un épargnant ? 5 à 7, c'est pas ambitieux par rapport au rendement moyen du capital investissement. D'accord. De ce que j'ai compris de ce nouveau produit, mais après je voudrais rajouter deux choses en complément par rapport à ça. L'initiative est bonne, puisqu'en effet elle contribue à démocratiser l'accès au capital investissement. Sur un ticket, de ce que j'ai lu, parce que moi j'ai vu que le communiqué de presse hier, sur un ticket plafonné à 5 000 €. Voilà, donc c'est de donner l'accès jusqu'à 5 000 €. Plafonné à 5 000 € par souscripteur. Et en fait, c'est BPI dans son activité fonds de fonds. Donc BPI en fait abonde beaucoup des fonds, dont certains des nôtres d'ailleurs. Et ces fonds investissent dans beaucoup de sociétés. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un morceau de chacun des fonds dans lesquels ils ont mis des sous, pour en faire un grand fonds qui est vendu donc à la fois à des assureurs et à la fois à des particuliers. Et donc ce qu'ils vendent, c'est un sous-jacent de 1500 participations. C'est là où c'est pour le coup la diversification elle est très très grande, mais sur un ensemble d'une dizaine de fonds dans lesquels ils ont investi et où ils veulent lever 95 millions € en cession de parts des fonds. Ce n'est pas en injection de capital nouveau dans les sociétés, c'est entre guillemets la syndication d'une partie de ce dans quoi ils ont investi. Donc je trouve que c'est vertueux parce qu'en effet, ça donne la possibilité à l'épargnant, à travers un ticket de 5 000 €, d'avoir accès à un portefeuille diversifié de 1500 entreprises non cotées, donc avec une performance, je pense qu'ils ont dû faire une moyenne, parce que dedans il y a de l'innovation jusqu'à la transmission, donc voilà. Donc moi je pense que la première vertu c'est ça. Le sujet c'est que c'est pas ce qu'il y a de plus lisible comme produit.
Bon, nous, chez Turenne, on a créé cet été un nouveau produit qui, à mon avis, gomme ça. Alors, il n'est pas sur un ticket de 5 000 €, il est sur les, entre guillemets, la clientèle gestion privée, donc les investisseurs plutôt avertis sur un ticket minimum de 100 000 €, mais dans lequel on va investir en direct dans des PME et des ETI matures, rentables de nos territoires pour financer leurs projets de croissance. Et je pense que c'est ça le sujet aujourd'hui pour mobiliser davantage d'épargne auprès des épargnants, des particuliers en direct, c'est d'être le plus clair possible et le plus visible pour dire dans quoi on investit, dans quelle société on investit. Nous, ce véhicule qu'on a créé cet été, aujourd'hui, on a fait une première opération, une première augmentation de capital de 10 millions d'euros. Ce qu'on veut, c'est lever 30 millions d'euros par an en expliquant à chaque fois aux gens dans quoi on a investi. Voilà, on a investi là. On vient de faire notre première opération d'investissement dans une ETI régionale dans le nord de la France qui s'appelle Eurovanie, qui fait du traitement naturel de la vanille, qui est passé de 20 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le dirigeant, il est majoritaire, il a l'ambition de passer à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et on l'accompagne, on est au conseil d'administration à côté de lui. Et là, on peut raconter l'histoire et expliquer à l'épargnant, votre argent, il va se servir concrètement à ça dans telle société. Je pense que c'est ça l'élément clé pour contribuer à fédérer et à mobiliser davantage d'épargne en direct dans nos PME. Parce que, comme disait Fabrice tout à l'heure, au-delà de la performance financière, qui est notre objectif numéro 1, on donne une transparence et une lisibilité et du sens à l'épargne. Voilà, en disant, votre argent, il va être investi dans telle société pour faire ça. Et aujourd'hui, de tout ce qu'on entend autour de nous, c'est ça qui nous est demandé, au-delà de la performance financière. Et je finirai juste là-dessus en disant, pour revenir sur le titre... On n'a pas encore fini parce qu'il y a les questions. Hein, oui, préparez-vous. J'en vois déjà une qui arrive là sur le chat. Sur l'impact. Profitez-en pour préparer vos questions. Sur notre impact dans les PME et ETI françaises, au-delà des fonds à impact, je voudrais pas c'est dans toutes les sociétés qu'on accompagne. C'est-à-dire, au-delà de l'argent qu'on investit, on est présent dans les organes de gouvernance. Et bien évidemment, on cherche en priorité la performance financière. Il ne faut pas se mentir. Enfin voilà, on cherche à faire une plus-value. On n'est pas là pour filer des subventions ou une dette à rembourser à un taux bas. Donc, en tant qu'actionnaire, notre métier, c'est de générer de la plus-value. Mais une plus-value légitimée par la création de valeur issue de la croissance des résultats. Et à côté de ça, on a un impact très fort sur l'environnement. Aujourd'hui, on a la moitié de nos participations chez Turenne qui ont mis en œuvre des opérations de réduction de leur impact climatique. Notre objectif, à toute l'équipe dans le groupe, c'est que d'ici 2025, 3/4 de nos participations, donc 50% de plus, aient mis en œuvre des impacts très concrets de réduction climatique. Et donc ça, c'est nous qui allons le faire au quotidien dans les conseils d'administration de l'ensemble de nos participations. Deuxième sujet, au niveau du partage de la création de valeur. Combien de sujets, excusez-moi? 3. D'accord. Je suis au deuxième. Parce que dans un débat politique, là, vous auriez un chronomètre complètement déséquilibré. Je ne suis pas Donald Trump, tout va bien. Donc, deuxième sujet sur le partage de la création de valeur. Non, mais c'est un élément important, je pense, pour donner aussi la lisibilité de ce qu'on fait au quotidien dans les sociétés. La moitié de nos participations ont mis en place un système de partage de création de valeur. Notre objectif, c'est que d'ici 2025, plus de 75 de nos participations aient mis en place un système de partage de création de valeur auprès de l'ensemble des salariés, des sociétés que nous accompagnons. Que ce soit des contrats d'intéressement qu'il n'y en a pas, de partage de la plus-value qu'on en génère, parce qu'on est convaincu que demain, l'impact de notre société dans les métiers, dans tous les métiers, dans toutes les entreprises, c'est de contribuer entre guillemets, à aligner au maximum les intérêts entre les salariés qu'on accompagne et les dirigeants et nous en tant qu'actionnaires. Et le troisième impact, et je finis là-dessus, c'est le dernier, c'est notre enjeu sur la parité. Ça ne vous empêchera pas de répondre aux questions. Je répondrai à toutes les questions, vous inquiétez pas. De façon concise, s'il vous plaît. Oui, j'irai plus vite. Sur la parité, mais je finis parce que c'est aussi des exemples concrets. Je ne voudrais pas qu'on réduise l'impact à une notion non plus environnementale uniquement, ou climatique. C'est qu'on a un impact concret aussi. On est sur un métier qui est très masculin. Chez Turenne, on a 40% de femmes dans tous nos effectifs. On a un objectif aussi que dans l'ensemble des comités de direction de nos participations, à horizon 2030, là on se donne un peu plus de temps parce qu'on a vu que l'état des lieux était un peu plus compliqué, il y a 40% de femmes dans les comités de direction de l'ensemble de nos participations. Si on gagne, au-delà de la performance financière, améliorer les choses sur l'impact environnemental, partage de la création de valeur et la parité, on aura fait beaucoup plus et on aura changé énormément de choses dans le concret de l'ensemble de nos entreprises. Voilà, j'ai fini. Fabrice Dumonteil, parlez-nous un petit peu de vos objectifs. Il n'y a pas de raison que vous ne donniez pas les vôtres. Nous, on est nos objectifs en matière de même genre. Voilà, de stratégie. De stratégie d'EFL. Ouais.
Finalement, on a besoin de grandir dans notre industrie. On pourrait se dire 2,5 milliards gérés, c'est très bien, on s'arrête là. En réalité, on a besoin de grandir parce que on a besoin de créer finalement, parce que la question tout à l'heure sur BPI et le nouveau fonds là a été intéressante. BPI, ils sont partout. Ils financent toutes les boîtes en France, on les voit partout. Ils ont réussi à créer une marque autour du financement. Je pense qu'il n'y a pas encore dans notre profession du private equity d'acteur qui ait créé une marque, c'est-à-dire où le patron de PME en région, dans les territoires, se disent tiens, je vais appeler Eiffel pour obtenir un financement. Et donc on a besoin de grandir pour créer cette marque, pour être plus visible, pour faire savoir ce qu'on fait. On est une profession qui est très fragmentée, donc on a peut-être besoin de se consolider aussi, et ça peut faire partie des objectifs pour finalement être capable de mieux servir toutes ces PME qu'on finance et d'émerger comme une alternative crédible à des financements traditionnels, bancaires et autres. Donc voilà, chez Eiffel, on va chercher à grandir dans nos différents métiers, private equity, dette privée, transition énergétique, et on en ajoutera peut-être d'autres parce que voilà, on voit bien qu'on est encore tous un peu petits pour avoir un impact suffisamment fort. On va passer aux questions, si vous en avez. Il va falloir se déplacer, je suis désolé, parce qu'on ne peut pas faire passer de micro pour des raisons de virus dans les travées. Donc le micro se trouve là, si vous voulez bien vous déplacer jusqu'au micro, monsieur, ou alors nous le dire comme ça. Mais si vous nous le dites comme ça, ça passera pas dans le webcast. Donc la France entière ne pourra pas vous entendre. Fabrice Dumonteil et Christophe Deldic vous écoutent. J'aurais plusieurs questions, mais je vais en si vous pouvez vous présenter aussi, s'il vous plaît. Première chose, beaucoup de personnes pensent que vos sociétés sont intrusives sur la gouvernance des sociétés que vous accompagnez. La deuxième, c'est la communication auprès des épargnants. Je ne sais pas ce que va décider le gouvernement, mais beaucoup de sociétés comme les vôtres introduisent le gain fiscal dans les résultats des FCPI et FIP annuels. Là, il y a en quelque sorte un amalgame que les épargnants comprennent plutôt mal. Comment être plus clair pour les épargnants ? Exactement. Là-dessus, moi, je peux te dire ce qu'on fait. On le fait jamais, ça, d'introduire le résultat fiscal. On n'a pas le droit, d'ailleurs, je pense, d'un point de vue réglementaire. Comment ? Ça se fait encore, dit monsieur. Oui, ça se fait peut-être encore, mais voilà, en tout cas, nous, on ne le fait pas. Et c'est vrai que on disait tout à l'heure, l'avantage fiscal, c'est la cerise sur le gâteau, mais au départ, il faut une performance régulière. Ouais, c'est la motivation de l'épargnant, mais au bout de 8 ans, il a un peu oublié cette motivation, et donc il faut lui délivrer une bonne performance. Et nous, c'est ce qu'on essaye de. Enfin, il a déjà investi, hein, donc voilà. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, il faut que pour que ces investissements fassent du sens, il faut les refaire chaque année, parce que sinon, on peut ne pas avoir de chance avec les millésimes. Et pour les refaire chaque année, on a tous comme des l'investissement boursier, fidèles. Investir progressivement au fil du temps. Voilà, on a besoin d'avoir des clients fidèles, on aime avoir des clients fidèles, c'est le cas chez nous. Et pour que les clients soient fidèles, il ne faut pas qu'ils aient de mauvaises surprises à la sortie. Ils ont la bonne surprise à l'entrée de l'avantage fiscal, c'est très bien, mais il ne faut pas qu'à la sortie, ils s'aperçoivent que c'était catastrophique, qu'on ne leur a pas parlé pendant 8 ans. Donc nous, on s'applique à être très très transparent. Chez Eiffel, on a une clientèle institutionnelle aussi. Vous imaginez bien que les clients institutionnels, ils nous demandent une transparence totale. Ils passent leur vie à venir en due diligence chez nous, à nous regarder par dedans, par derrière. Et donc, voilà, on essaye d'appliquer la même transparence avec notre clientèle d'investisseurs individuels. J'espère qu'on y arrive. Christophe Deldic, quelque chose à ajouter ? Oui, sur votre première question, on nous voit comme trop ou très intrusifs. Oui, il y a beaucoup de mauvaises idées reçues sur notre métier, et c'est pour ça qu'on a encore beaucoup de pédagogie à faire. Nos meilleurs ambassadeurs, c'est les dirigeants qu'on accompagne, parce que finalement, beaucoup pensent avant d'ouvrir qu'on va faire la loi chez eux, ce qui n'est pas vrai. On régit ça dans un pacte d'actionnaires. On veut être traité comme un actionnaire normal, donc c'est sûr, si on a un dirigeant dictateur qui veut partager aucune information, on ne sera pas d'accord avec lui. Les dirigeants qu'on accompagne, il faut qu'ils acceptent de partager l'information et les décisions stratégiques. Est-ce que c'est être trop intrusif ou pas ? Je ne crois pas. Je pense qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, et un dirigeant performant,
je ne l'ai jamais vu ne pas vouloir partager ses décisions et débattre avec nous. Mais c'est plus facile de dire ça quand on est un dirigeant que quand on est un actionnaire, parce qu'on est jugé parti. Donc ça reste un grand challenge. Sur les frais, moi je rejoins tout ce qui a été dit. L'AMF nous impose de communiquer les performances des fonds hors avantage fiscal. Donc même si on le rajoute peut-être pour dire vous l'avez là hors avantage fiscal et voilà ce que ça donne avec l'avantage fiscal, mais on écrit à tout le monde sur c'est quoi la performance hors avantage fiscal. Question de chat qui rejoint justement ce désir de clarté pour les épargnants, désireux d'investir dans le private equity. Voilà. Quels sont les véhicules par lesquels Turenne et Eiffel permettent aux épargnants de participer à leurs investissements? Parce que vous nous parliez tout à l'heure de produits pouvant entrer dans l'assurance vie avec la loi Pacte. C'est quel genre de produits? Alors, on connaît les produits fiscaux, mais c'est quel genre de produits? On les trouve où? Voilà. C'est tout nouveau, hein, donc on n'en trouve pas beaucoup encore. Est-ce que vous communiquez dessus? Alors, Eiffel, on va communiquer, là, le truc n'est pas lancé encore. Donc c'est vraiment très nouveau. Alors on y va doucement. Il y a quelques-uns de nos confrères qui ont lancé des fonds éligibles à l'assurance vie, je crois déjà. Et voilà, on communiquera dessus. On a, nous, finalement, pour les épargnants, il y a les FCPI, ça c'est toujours une option et c'est très bien. On a dans notre gamme, je vous disais tout à l'heure aussi qu'un certain nombre de sociétés finissent par se coter en bourse, et donc on a un fonds qui s'appelle Nova Europe ISR qui est un fonds qui investit dans des small caps cotés avec la même approche de private equity finalement, et les mêmes secteurs de la santé, du numérique, de la transition, etc. Et avec une approche de gestion qui est vraiment issue du private equity, même si on est coté. Donc ça, c'est accessible dès aujourd'hui, PEA, PME, etc. On a un fonds qui s'appelle Harmonie Emploi France, pareil, j'en parlais tout à l'heure. Et on va rajouter un fonds éligible assurance vie pour aller investir dans la transition énergétique. Mais ça, je ne peux pas en parler en détail encore parce qu'il n'est pas lancé. Christophe Deldic, des produits pour l'épargnant, faciles à comprendre, abordables. Oui, on a. On a deux véhicules en cours de distribution, commercialisation auprès des épargnants. Le premier, c'est un FCPI qui s'appelle Avenir Numérique 2, donc, qui est un fonds dans les jeunes sociétés innovantes éligible à la déduction fiscale d'impôt sur le revenu de 25%, puisque vous savez que cette année, la déduction fiscale est passée de 18 à 25%, qui est gérée par notre équipe spécialisée dans le financement de l'innovation, donc Innovacom. Voilà, donc c'est des gens dédiés qui font que ça, d'accompagnement et de financement de sociétés innovantes. Donc on a ce véhicule en cours de distribution. Et on a un deuxième véhicule qu'on a lancé cet été, dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment à destination exclusive de la clientèle privée, qui s'appelle Sélection et Opportunité, qui est une société qui a le statut juridique de SLP, Société de Libre Partenariat, qui investit au niveau de son actif, je vais être très simple, dans des PME et des ETI en direct. Donc là, il n'y a pas plus lisible. Hein. Ce n'est pas comme le produit BPI dont on parlait tout à l'heure, où on est dans des pleins de fonds. Là, on est dans des sociétés en direct qui sont des PME, des ETI, des territoires, qu'on connaît bien dans le groupe Turenne. Et on finance ça avec l'apport en fonds propres qui est fait par les épargnants. Et on met un petit effet de levier bancaire dans cette société qui permet de booster le rendement et d'avoir un objectif de rendement cible pour l'épargnant d'au moins 10% par an. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés, vous allez sur le site internet turennecapital.com, vous allez sur l'onglet SLP et vous aurez accès directement aux interlocuteurs qui s'occupent de ce véhicule. Comme on a déjà un petit peu débordé, on va prendre une dernière question. Monsieur. Merci déjà. Merci beaucoup. Et merci de nous poser une question. Merci pour ces explications. Alors, je me présente, je suis Pascal Magnet, je suis le représentant de la Confédération CFE-CGC au Comité intersyndical de l'épargne salariale. Et un propos que j'ai beaucoup aimé de M. Deldic, c'est dans ses objectifs, c'est le partage de la création de valeur dans les PME mid-cap. Cette recherche, c'est intéressant, on supporte bien sûr cela. Vous savez que certaines confédérations ne sont pas très chaudes pour les investissements dans ce type de société. Heureusement, la loi Pacte permet d'abord Macron, 6% dans les fonds d'épargne salariale, Perco, etc., puis maintenant 10%, donc tant mieux, ça nous aide un petit peu. Moi, ce que je voudrais savoir, ma question, c'est l'actionnariat salarié dans ces sociétés dans lesquelles vous investissez. C'est une part intéressante, minoritaire. Comment vous poussez tout ça?
Merci. Bon, moi, je démarre. Merci Merci à pour vous. votre question. Ça me permet de rajouter quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. L'actionnariat salarié, c'est quasiment le cas de 100% de nos participations, pour répondre concrètement. Mais je voudrais parler d'un système qu'on a beaucoup poussé chez France Invest et qui a été mis en œuvre dans le cadre de la loi Pacte, donc sur fin 2019, donc qui est récent, qui est le partage de la création de valeur au profit de l'ensemble des salariés, qui peut être fait par l'ensemble des actionnaires d'une société sans que les salariés soient actionnaires. Je m'explique. Un dirigeant, c'est pas lié forcément à une société de capital investissement, un dirigeant seul dans une société peut décider de partager un peu de sa plus-value, quand il a cédé sa société, à l'ensemble de ses salariés, dans un système fiscal qui est optimal, puisque c'est dans le cadre d'un PE. Donc c'est la même fiscalité que l'intéressement dans un plan d'épargne entreprise. Et donc on peut, et nous on le met en œuvre maintenant dans nos prochaines prises de participation, c'est de proposer à l'ensemble des salariés, donc quand il y a un PE, il faut qu'il y ait un plan d'épargne entreprise existant, mais de dire voilà, on le fait notamment dans nos hôtels, pour motiver les salariés dans chaque hôtel, c'est de dire quand on va revendre, si plus-value il y a, eh ben vous aurez un bout de la plus-value qui sera reversé sous forme d'abondement directement dans le plan d'épargne entreprise. Donc ça, c'est possible. Ça a été voté dans le cadre de la loi Pacte. Il faut être clair, toute notre profession, on est très supporters de cette mise en œuvre. Et c'est un vrai travail de lobbying auprès des dirigeants qui, eux, naturellement, n'ont pas forcément envie de... Vous pouvez compter sur notre profession pour pousser ça. Et j'entends parfois que c'est peut-être un des cas où on est peut-être trop intrusif quand on propose des choses comme ça vis-à-vis des salariés. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci à nos deux intervenants. Christophe Deldic, Groupe Turenne, et Fabrice Dumonteil de FL Investment Group. Et merci à vous de nous avoir suivis ici à Patrimonia 2020 ou sur le site de Patrimonia. Très bon Patrimonia à toutes et à tous. Bonne soirée. Au revoir. Ça fait 8 minutes de plus. Ouais, ça va. On a commencé un peu en retard.